bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je dois vous dire bon matin, bon après-midi, bonsoir, parce que selon la région du monde où vous êtes, si vous êtes à Vancouver, c'est encore l'avant-midi. Si vous êtes au Canada central, c'est le début de l'après-midi. Et si vous êtes en France ou en Europe en général, au Maroc, vous êtes en début de soirée. Alors, je vais être un peu votre annonceur de nouvelles internationales. Je me sens comme si j'étais à TV5 en ce moment. Ça fait un peu bizarre de s'adresser à toute la francophonie comme ça. En tout cas, merci aux gens d'être là. Merci pour votre intérêt en ce qui concerne l'évaluation. J'ai intitulé la présentation d'aujourd'hui « Les politiques d'évaluation en éducation et après ». Bon, et après, il faut le comprendre dans deux sens. Et après, dans le sens, qu'est-ce qui vient après les politiques? Est-ce qu'il y arrive quelque chose? Et après, dans le sens un peu comme une boutade, oui, mais ça change quoi, les politiques d'évaluation? Et donc, c'est un peu ces deux choses-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Et surtout, on va faire, si vous voulez, un tour de table des principales politiques d'évaluation qui existent dans les juridictions francophones au Canada et un peu à l'extérieur du Canada. Et ça va être un peu comme un buffet dans lequel j'ai choisi quelques exemples. Il y a rien dans les exemples que je choisis, il n'y a rien de particulièrement objectif. Je le confesse, c'est tout à fait subjectif. Mais puis aussi, je l'ai voulu dans un sens pratique. Il y a des très bons exemples que vous allez trouver dans la revue, mais qui m'auraient pris trop de temps à développer. Donc, je suis allé tout de suite aux exemples les plus pratiques, si vous voulez, pour tenir dans une présentation qui ne doit pas excéder 30 minutes. Alors, je veux surtout vous donner le goût de lire les articles qui vont paraître dans le numéro spécial sur l'évaluation et, éventuellement, d'offrir aussi en cadeau de Noël une copie imprimée si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser. Alors, j'aimerais débuter par une petite anecdote dont je me souviendrai, je pense toujours. J'étais dans un TGV entre Paris et Lyon, et vous savez que dans les TGV, comme dans les avions, il y a souvent un magazine qui est fourni par la compagnie. Et je consultais la section humoristique. Et il y avait dans la section humoristique une petite histoire que je trouve qui convient bien à la présentation d'aujourd'hui. Ça racontait une entrevue fictive entre le ministre de l'Éducation français et le ministre de l'Éducation du Royaume-Uni. Et le ministre de l'Éducation du Royaume-Uni disait à son homologue français, vous savez, nous, au Royaume-Uni, nous avons des données qui supportent, des évaluations qui supportent les réformes que nous faisons en éducation. Et le ministre français de rétorquer, mais en théorie, est-ce que ça marche? Alors, je pense que, je peux pas vous dire qui est l'auteur de cette pastille humoristique, mais je trouve qu'il était assez bien informé. En tout cas, du moins, sur deux extrêmes qui peuvent survenir dans les politiques d'évaluation. Un excès de confiance dans les cadres théoriques ou un excès de confiance dans la toute-puissance des données. Donc, au fond, je pense que je n'apprendrai rien à personne, ça prend les deux. Ça prend des théories qui sont supportées par des données probantes, puis ça prend des données probantes qui viennent confirmer l'exactitude ou l'importance de certaines théories ou leur utilité dans le contexte qu'on les utilise. Donc, vous êtes des participants très variés. Je ne prétends pas que dans mon buffet, je vais toujours choisir des choses qui vont intéresser tout le monde à chaque fois. Mais c'est un peu aussi, j'imagine, vous êtes là un peu pour ça, c'est un peu un regard sur le monde, un regard sur ce qui se passe ailleurs. Donc, j'espère au moins que vous allez trouver au moins une chose qui puisse vous intéresser aujourd'hui. Alors, je passe tranquillement à ma deuxième diapo. Alors, quelles sont aujourd'hui les tendances dans le domaine de l'évaluation? Alors, ça, je tire ça de Donaldson, qui est un inspecteur général en Écosse, qui, lors de la présentation de synergie pour l'amélioration de l'éducation, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais il identifie un certain nombre de tendances. Bon, d'abord, la première, c'est l'évaluation occupe une position de plus en plus prépondérante en éducation. Je ne pense pas que j'aurai à faire la preuve de ça. Dans tous les pays nord-américains, européens, les pays de l'OCDE en général,
il y a des efforts de plus en plus grands dans le domaine de l'évaluation. Le problème, je pense, ça ne se situe pas nécessairement toujours au niveau des évaluations, mais de qu'est-ce qui se passe après. Et vous allez voir un petit peu où je vais en venir avec ça. Les politiques d'évaluation, l'évaluation implique l'usage d'une étendue sans cesse croissante d'approches reflétant les postulats les plus récents en ce qui concerne le rôle de l'école et des enseignants. Bon, beaucoup de pays, membres de l'OCDE, beaucoup de pays occidentaux ont procédé à des réformes de leur système éducatif. Et en même temps que ces réformes-là, ils ont fait des changements importants à leur politique d'évaluation pour, si vous voulez, être cohérent avec les réformes au niveau de l'éducation. Dans quelle mesure y a-t-il eu un arrimage adéquat entre les politiques d'évaluation et les réformes de l'éducation qui se sont passées? C'est souvent la question qui surgit en ce moment. Mais une chose que l'on sait, c'est que je ne crois pas que jamais dans le passé, il y a eu autant d'évaluations qui ont été faites suite à une réforme en éducation. Donc, c'est probablement les dernières réformes qui ont été faites en éducation sont probablement celles qui sont les plus documentées pour l'avenir. Ce sont celles où il y a eu le plus d'évaluations. Certains diront qu'il y en a eu trop, mais bon, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on manque de données. Peut-être d'autres diront que dans leur pays ou dans leur juridiction locale, ils n'en ont pas eu assez. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, par rapport historiquement, disons, on n'a jamais eu autant de données que maintenant. Quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer et quel est l'impact sur notre corpus de connaissances pour les prochaines réformes qui vont se produire en éducation? Dans les tendances nouvelles en évaluation, je suis à la 3e puce de mon transparent. Ces tendances nouvelles-là impliquent la mise au point et l'utilisation de standards. Bon, standard, c'est un mot un peu frimé, mais ici, on veut dire de seuil de réussite, de normes de réussite. Et pour pouvoir parler de réussite scolaire, il faut d'abord définir en quoi ça consiste. Et beaucoup de pays se sont attachés non seulement à définir des contenus d'apprentissage, mais aussi des exigences. C'est-à-dire jusqu'à quel point il faut maîtriser un certain nombre de contenus. Bon, croissance rapide d'épreuves uniformes ou de tests standardisés, ça je crois qu'on a noté ça dans chacun de nos contextes nationaux. Il y a une recherche de l'impact qui entraîne des véritables changements. Donc, alors là aussi, c'est-à-dire qu'on a commencé à mettre la barre un petit peu plus haut pour ce qui concerne l'évaluation. On ne veut pas seulement d'une évaluation qui surveille les apprentissages, un peu comme une espèce de Dow Jones de l'apprentissage des élèves, mais on veut aussi une évaluation qui prévienne, une évaluation qui régule, une évaluation qui entraîne de véritables changements au niveau de l'apprentissage. Bon, c'est sûr aussi que l'évaluation sert à la redevabilité du système éducatif. Ça aussi, c'est rien de nouveau, mais quand on regarde les économies des pays industrialisés, l'éducation est souvent le deuxième poste budgétaire, en tout cas parmi les 3 premiers, avec la santé, par exemple, ou encore avec les militaires. Bon. Ensuite, de plus en plus de leçons sont retirées des comparaisons internationales. Bon, ben, c'est vrai que les dernières réformes se sont faites à peu près en même temps que l'apparition, l'usage de plus en plus répandu de l'Internet. Nous en sommes les témoins aujourd'hui. Nous sommes réunis au même moment pour discuter de ce qui se passe dans différents pays. Il y a 20 ans, 30 ans, on n'aurait pas eu cette possibilité-là. Donc, on est en mesure de profiter des leçons qui nous viennent des expériences qui sont faites dans d'autres pays. Chaque juridiction scolaire est une espèce de mini-laboratoire. Et de la comparaison, de l'étude de ce qui s'est passé dans ces différentes juridictions scolaires-là, on peut tirer des leçons pour l'avenir. Alors, je passe rapidement à l'objectif du numéro spécial, tel qu'il a été formulé par la CELF. Le numéro spécial vise à rendre compte de l'état des connaissances sur les politiques d'évaluation
en milieu scolaire. Donc, qui a voulu ces politiques et à quelle fin? Les résultats obtenus ont-ils transformé les systèmes d'éducation? Les évaluations ont-elles contribué à améliorer les niveaux d'apprentissage? Ce pas des questions faciles à répondre, parce qu'on n'a pas toujours les données nécessaires pour répondre adéquatement à ces questions-là. J'ai l'air de me contredire. J'ai dit tantôt qu'on avait beaucoup de données, mais on n'a pas toujours les données qu'il nous faut. Une des leçons qu'on est en train de tirer des changements, des politiques qui ont été mises en place, c'est qu'on n'a pas toujours les données qu'il nous faut. On a des données, mais pas toujours celles qui peuvent répondre à nos questions. Ensuite, deuxième rôle, ou si vous voulez, objectif du numéro spécial, traiter les différents rôles du formatif et du sommatif que peut jouer l'évaluation à tous les niveaux des systèmes d'éducation. Alors, je passe à la diapo numéro 5. Bon, le contexte, c'est sûr qu'il a fallu un peu tailler le numéro spécial pour qu'il demeure gérable, si vous voulez. On ne pouvait pas tout aborder, donc on a limité le numéro spécial à l'enseignement obligatoire, c'est-à-dire au cycle primaire et secondaire. On a aussi décidé d'aborder la question d'évaluation scolaire dans la francophonie et en milieu francophone minoritaire, qui, en passant, en dehors de la France, le français est minoritaire dans un grand nombre de juridictions. On pense à la Belgique, au Luxembourg, on pense au Canada, on pense dans toutes les provinces canadiennes sauf le Québec, puis on pense en Suisse dans plusieurs cantons, sauf naturellement les cantons francophones. Et enfin, l'autre situation, comme la CELF est l'association canadienne d'éducation de langue française, c'est de décrire la situation actuelle dans les provinces canadiennes et dans une moindre mesure à l'extérieur du Canada. Donc, au fond, je vous invite à voir un petit peu le Canada comme un laboratoire d'essai de plusieurs politiques d'évaluation parce que au Canada, comme dans d'autres confédérations, je pense ici à la Suisse, puis à la Belgique, l'éducation est de juridiction provinciale, donc elle n'est pas de juridiction fédérale ou nationale, et même les pouvoirs provinciaux délèguent un grand nombre d'initiatives à des juridictions locales qu'on appelle conseils scolaires en Ontario, qu'on appelle des commissions scolaires au Québec, que vous appelez, je crois, des académies en France. Enfin, vous avez chacun vos expressions, mais vous voyez un petit peu qu'il y a un niveau intermédiaire souvent entre l'école et l'État, ou que ce soit le canton ou la province, ou ainsi de suite. Donc, et le troisième élément de contexte, si on veut décrire la situation... Ah, ben ça, je viens d'en parler, donc je passe tout de suite au suivant. Voilà, je suis au transparent numéro 6. Alors, je commence par vous parler de la forme actuelle d'évaluation ministérielle qui a lieu au Nouveau-Brunswick. Alors, et c'est l'article qui a été écrit par Jimmy Bourque, Mathieu Lang, Jean Labelle de l'Université de Moncton. Quand on lit leur article, la première chose qui nous frappe naturellement, c'est qu'on apprend que pour évaluer la réussite scolaire, il faut d'abord s'entendre sur ce que c'est que la réussite scolaire. Et donc, effectivement, ça implique que pour évaluer la réussite scolaire, puis pour, si vous voulez, faire en sorte de faire accroître la réussite scolaire des élèves, il faut quelque part s'entendre sur des normes, sur des standards. Et donc, la définition de standards doit se faire en parallèle avec la définition des contenus d'apprentissage dans un programme d'études. Souvent, la définition de standard n'existe pas ou elle est très floue. Et puis aussi, il pose la question, combien d'évaluations faut-il agir? Supposons par exemple qu'on a des résultats un peu déprimants, il va falloir attendre combien d'évaluations négatives pour qu'on se décide à agir plutôt que à surveiller de façon attentive que les choses se règlent d'elles-mêmes. Vous savez, quelquefois, l'évaluation peut agir comme une espèce d'oracle tout-puissant dans lequel on croit, et puis dire, ah, ben oui, les élèves de niveau socio-économique faible ne réussissent pas très bien. Ben c'est vrai, ils sont de niveau socio-économique faible. Sans faire attention au fait que dans certains secteurs, des écoles qui ont une population d'élèves de faible niveau socio-économique réussissent tout aussi bien que des écoles dont la population vient d'un milieu socio-économique beaucoup plus favorisé. Donc, c'est ce genre de comparaison-là aussi qui peut nous stimuler à voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses?
Donc, une question qui est apparue au Nouveau-Brunswick, je vous situe, le Nouveau-Brunswick, c'est une province canadienne bilingue avec une importante minorité francophone qui fait à peu près 35 à 40 de la population. Et les auteurs se sont posé la question, mais qu'est-ce qui arrive si les résultats chez les francophones, dans la minorité francophone, ne sont pas très favorables? Quelle attention doit-on accorder aux résultats? Donc, il y a ici, on sentait qu'il y avait dans leur article le reflet d'une certaine crainte par rapport à qu'est-ce qui pourrait arriver dans un milieu minoritaire si les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes des parents. On pourrait assister à un exode vers des écoles, par exemple, de la majorité, ainsi de suite. Ensuite de ça, ils observent des tensions entre les conceptions humanistes et managériales de l'évaluation scolaire. Donc, souvent, ces deux discours-là se côtoient et ça crée des tensions. Okay? Donc, la politique peut prétendre donc vouloir aider les élèves, supporter les élèves, faire une évaluation diagnostique des élèves, mais en fait, le but de l'évaluation, c'est de gérer des flux. Donc, orienter des élèves qui ont des difficultés vers des filières moins exigeantes, plutôt que d'essayer plutôt de les mettre au niveau des standards. Donc, voyez-vous, on peut gérer les résultats de l'évaluation d'une façon qui est soit pédagogique, soit davantage administrative. Et puis, naturellement, les auteurs ont posé la question, est-ce qu'on évalue les élèves ou le système éducatif? Et c'est vrai, le système éducatif, de toute façon, les apprentissages des élèves, les résultats des élèves, c'est un indicateur important. C'est pas le seul indicateur pour évaluer le système éducatif, mais c'est un indicateur important. Et ensuite de ça, il se pose la question, est-ce que c'est l'évaluation qui est au service des élèves ou les élèves au service de l'évaluation? Vraiment, ça se réfère au double rôle que peut jouer l'évaluation. Dans une perspective humaniste, l'évaluation serait bien entendu au service des élèves. Dans une perspective plus managériale, c'est plutôt les résultats des élèves qui sont au service de l'évaluation. Bon, dans le but éventuellement que de bonnes décisions administratives vont faire en sorte que les élèves apprendront mieux. Bon. Alors, et après, bon, des 7 articles sur la politique ministérielle au Nouveau-Brunswick, aucun ne remet en question la place accordée à l'évaluation. Mais, juste pour être cohérent avec mon choix de titre, et après, plutôt, on critique les actions subséquentes des gouvernements. Donc, le après est important. Les gens veulent savoir si on a une politique d'évaluation qui va bouleverser tout le monde, hein, les enseignants, ça va même un peu bouleverser la salle de classe. Quelquefois, les enseignants vont vouloir préparer les élèves pour ces évaluations-là. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce qui se passe après en vaut la chandelle? Et puis, naturellement, il propose que, en bout de piste, l'évaluation formative serve à cela, c'est-à-dire que les résultats soient utilisés dans le but de soutenir l'apprentissage des élèves, et il propose le feedback pour y arriver. Mais j'ajouterais peut-être la petite chose suivante, c'est que le feedback, c'est pas suffisant. Donner une rétroaction à l'élève sans lui fixer d'objectifs appropriés, puis sans lui donner les moyens d'effectuer la régulation de ses apprentissages, ça ne risque pas de toujours fonctionner. En fait, les recherches scientifiques sur le feedback nous disent que le feedback fonctionne à peu près 1 fois sur 3. Puis le feedback, la rétroaction aux élèves, elle doit suivre elle doit respecter un certain nombre de conditions pour être efficace, et ça, naturellement, ça dépasse un petit peu le rôle de mon exposé, mais le feedback, c'est bien, mais il faut être attentif aux conditions dans lesquelles s'exerce ce feedback-là. Alors, on va se déplacer de l'est vers l'ouest, et on arrive tranquillement au Québec, où Michel Laurier a écrit un article sur la politique québécoise d'évaluation et les pratiques évaluatives. Alors, Michel Laurier part de la constatation qu'au Québec, l'évaluation est devenue le lieu de cristallisation des résistances au changement. Autrement dit, les changements de la politique d'évaluation qui sont apparus en même temps, mais trop souvent après la réforme du programme d'études de la province de Québec, cette évaluation-là, surtout l'évaluation de ce qu'on appelle les compétences, ça a cristallisé des oppositions au changement. Alors, le concept de compétence s'est avéré plus ou moins viable en milieu scolaire au Québec. Il y a eu un passage difficile d'une politique à de nouvelles pratiques,
et peut-être pas suffisamment de formation, mais naturellement, j'écris ici, sans formation, risque de déformation. Il y a aussi la lourdeur de la tâche demandée. On oublie souvent que les enseignants, tout comme leurs élèves, ont une zone proximale de développement. Hein, on se réfère ici à Vygotsky. Si la marche est trop haute pour un enfant, bien naturellement, il ne va pas apprendre. La même chose pour les enseignants. Si on leur fixe des politiques, des objectifs de politique d'évaluation, des objectifs de réforme qui sont trop élevés, qui représentent des changements trop importants par rapport à ce qu'ils connaissent déjà, ben on risque d'aller nulle part. Et je souligne là-dessus justement que le Conseil supérieur de l'éducation du Québec avait fait des recommandations au gouvernement du Québec sur l'aménagement des horaires au secondaire pour permettre aux enseignants de travailler ensemble dans le sens où la réforme les dirigeait. C'est-à-dire qu'on souhaitait que les enseignants du secondaire puissent travailler en communauté professionnelle d'apprentissage et pour ça, ben, il faut trouver du temps pour les enseignants se réunissent, il faut trouver du temps pour qu'ils puissent travailler ensemble et ça, ben, malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Ensuite, alignement curriculum et évaluation. Ben, trop souvent, il y a un travail en silo, des difficultés à évaluer un tout complexe et intégré. Donc ici, on se réfère au fait que ben, il faut prévoir un alignement entre le curriculum et l'évaluation, et trop souvent, ces choses-là sont traitées séparément. Et ça, c'est pas seulement, je pense qu'au Québec, ça se produit dans beaucoup de juridictions. Souvent, les arcanes des ministères de l'Éducation sont de véritables labyrinthes où une direction ne sait pas ce que l'autre direction fait, donc on travaille un petit peu sans être toujours au courant de ce qui se fait dans les autres départements. Bon, probablement ce qui a vraiment fait mal et enfoncé un peu le clou dans le cercueil, c'est une réforme du bulletin scolaire qui va dans le sens contraire des valeurs préconisées par la politique d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a assisté au Québec, et ça, je crois que nos collègues de la Suisse ont connu aussi la même mésaventure. On a assisté au retour à la publication des moyennes ou en tout cas des données de caractère normatif dans le bulletin scolaire. Et ça naturellement, ça n'allait pas du tout dans le sens d'une évaluation qui se voulait davantage critériée, basée sur des standards. Donc, autrement dit, quand la réussite scolaire consiste à dire, ben c'est parce que vous êtes les meilleurs de la classe, plutôt que de dire, ben vous êtes capable de réussir telle et telle chose, on est loin de ce qu'on avait visé au départ. Bon. Et après, ben, je vous cite la conclusion de Michel Laurier, et je cite en bas du transparent, « L'évaluation n'est pas à l'abri des tensions sociales, et en ce qui a trait à l'éducation, les décisions politiques heurtent parfois nos idéaux. » Et c'était le cas. Le programme d'études est arrivé avec des objectifs ambitieux au niveau de l'évaluation des compétences. Et lorsque le premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard, a dit dans une entrevue que ben lui, il trouvait ça important d'évaluer les connaissances et qu'il ne voyait pas de mal à ce qu'il y ait des moyennes qui apparaissent au bulletin, ben ça a été, disons que ça n'a pas été dans le sens de la politique qui était prévue. Bon, je passe tranquillement à l'Ontario. Alors, la politique d'évaluation du rendement en Ontario a été préparée par moi-même et Louise Bourgeois. Alors, la politique d'évaluation du rendement en Ontario est basée sur deux piliers, des normes de contenu, donc des attentes, des objectifs d'apprentissage, et des normes de performance. Donc, autrement dit, dans les normes de performance, l'enseignant doit spécifier son degré d'exigence, et son degré d'exigence est en 4 niveaux, et ça se fait au moyen d'une grille d'évaluation descriptive que nous appelons ici la grille d'évaluation générique, qui figure dans tous les programmes d'études de l'Ontario. Alors, ces deux piliers-là fournissent un cadre et des repères communs à tous les enseignants pour soutenir leur jugement d'évaluation, puis uniformiser le processus de notation. Donc, il y a un certain nombre de prescriptions qu'il faut suivre. Puis ça encourage la conception de tâches d'évaluation complexes permettant d'évaluer les connaissances et les habiletés, comme je viens de le dire, sur des échelles descriptives. Bon, l'impact de la politique, ben, elle a pour effet de, disons, stimuler des pratiques exemplaires. Je dis bien stimuler parce qu'elle n'oblige en rien les enseignants à suivre ces pratiques exemplaires-là, et rien ne nous garantit qu'effectivement ce soit le cas. Mais on parle ici là, de planification en rebours et aussi de parcours fondamental de l'enseignement et d'apprentissage.
pour vous résumer, hein, parce que il faudrait 30 minutes pour vous parler de ça aussi, mais ces deux aspects des pratiques exemplaires insistent d'abord sur le travail en collaboration des enseignants pour déterminer qu'est-ce que sont les standards ou qu'est-ce qui mérite d'être qualifié de réussite, si vous voulez. Donc, il y a un travail d'harmonisation, modération sociale qui se fait. Puis au niveau de la planification en rebours, c'est de lier intimement l'évaluation à l'apprentissage, c'est-à-dire de définir qu'est-ce qu'on vise comme objectif d'apprentissage, en même temps que de définir comment va-t-on évaluer les étapes qui mènent à l'atteinte de ces objectifs d'apprentissage-là. Donc, c'est vraiment partir de ce qu'on veut que l'élève apprenne et remonter le cours jusqu'à les preuves, les données probantes que l'on doit recueillir en chemin pour attester du fait qu'on a bien atteint l'objectif. Bon, le bulletin uniforme en Ontario a adopté deux positions que je qualifierais d'assez audacieuses. D'abord, l'évaluation séparée des compétences et des habiletés fondamentales. Donc, par exemple, on va évaluer la ponctualité séparément de l'évaluation de compétences. Par exemple, un élève qui remet son travail en retard ne va pas voir sa note diminuer. On évalue, mais il verra si vous voulez, dans son bulletin, sa note de ponctualité baissée, mais pas sa note de français ou sa note de mathématiques, s'il s'agit d'un travail de mathématiques ou de français. Ça, les enseignants n'ont pas toujours aimé ça parce qu'ils ont toujours trouvé, enfin, pour plusieurs, la note servait comme moyen de pression pour assurer que les élèves remettaient leurs travaux à temps. Bon, toujours est-il que avec cette séparation-là des habiletés d'études, de l'évaluation des habiletés d'études ou des habiletés fondamentales de l'évaluation des compétences, on arrive à une autre dynamique, que là encore là, vous lirez le chapitre pour en apprendre davantage. Ensuite de ça, le calcul du résultat de fin d'année ne porte pas sur l'ensemble de l'année scolaire, mais seulement sur les résultats les plus récents. Donc, on n'évalue pas l'entraînement, de septembre, octobre, novembre, décembre, on évalue le résultat final, c'est-à-dire le chrono au fil d'arrivée. Et il y a un office qui aide le gouvernement à y voir clair dans la progression des apprentissages au niveau provincial, c'est l'Office de la qualité de la responsabilité en éducation, qui sert à piloter le système éducatif à tous ses niveaux, donc de l'école au conseil scolaire, qui est une juridiction locale, jusqu'au niveau provincial. Et chaque école, chaque juridiction scolaire doit, à partir des résultats qui sont recueillis sur les apprentissages des élèves, produire un plan d'amélioration. Bon, j'arrive à la province de l'Ouest. Politique, pratique et principes directeurs d'évaluation des élèves de l'Ouest canadien, c'est de Jules Roch, l'Université de Saint-Boniface, au Manitoba. C'est Étienne. Oui. Donc, c'est pour dire qu'on est rendu à peu près, on est passé un peu 14 heures. Je vais vous laisser faire le tour de tous les numéros de la revue. Donc, peut-être prendre 5 minutes pour terminer la présentation, mais par la suite, on va pouvoir mettre fin au webinaire. Est-ce que ça vous va? Oui. C'est parfait. On va pouvoir poser des questions aussi. Oui. OK. Alors, je passe très rapidement. Donc, dans l'Ouest, on va faire 4 provinces en 2 minutes. Alors, la Colombie-Britannique a adopté une politique où les évaluations provinciales d'apprentissage ne sont pas obligatoires. Mais elles le sont et elles ne le sont pas parce qu'elles sont nécessaires pour obtenir des bourses d'études fondées sur le mérite. Donc, en fait, dans la pratique, tout le monde passe les examens. En Alberta, bien, on a décidé de produire des modèles de copie type des résultats des élèves pour démontrer différents niveaux de réussite. En Saskatchewan, on cherche beaucoup à renforcer la capacité des enseignants et du système à bien évaluer. J'ai accordé beaucoup d'importance à la Saskatchewan sur cette diapo-là parce que je trouve que il est important non seulement de faire de meilleures évaluations, mais aussi de faire de meilleurs évaluateurs. Et si on ne développe pas la capacité des enseignants à bien évaluer, bien, je pense que tout ce qu'on est en train de dire là, ici, là, risque de ne pas donner de très, très bons résultats. Donc, améliorer le niveau d'apprentissage scolaire, la réussite de tous les élèves, si on comprend que ça fasse partie de la politique. Alors, renforcer la capacité des enseignants, des écoles et des divisions scolaires à rendre des comptes au public et à utiliser les données pour éclairer la prise de décision. Ça, je pense que ça va dans le bon sens. Accroître les connaissances des enseignants et de l'administration en matière d'évaluation.
soutenir le développement des communautés d'apprentissage professionnel. Donc là, on voit qu'on mise beaucoup sur le développement de la capacité à travailler ensemble. Au niveau de Manitoba, beaucoup de l'accent sur ce qu'on appelle Assessment for Learning en anglais, donc évaluation support d'apprentissage. Bon, les provinces de l'Ouest, quand vous lirez l'article, vous verrez qu'elles hésitent, bon, pas qu'elles hésitent, mais qu'elles fluctuent entre deux paradigmes, le paradigme de Economic Bureaucratic Accountability et le paradigme de Ethical Professional Accountability, un peu entre une régulation administrative ou une régulation pédagogique des résultats de l'évaluation. Et les deux derniers transparents, alors naturellement, je voudrais dire un petit mot sur l'évaluation pédagogique, va-t-elle enfin marcher sur ses deux pieds? C'est un chapitre qui a été écrit par Lucie Mottier-Lopez de l'Université de Genève. La question qu'elle pose est très importante parce qu'à travers l'étude des formations qui ont été suivis par les enseignants du canton de Genève, donc deux types de formations, des cours que chaque enseignant peut choisir ou des formations collectives pour soutenir la mise en œuvre d'un projet d'établissement. On s'aperçoit qu'il y a des espèces de retour de pendule. Et par exemple, elle prend pour acquis que la formation continue des enseignants, c'est un espace révélateur de ce qui est considéré comme une bonne politique. Et elle voit qu'il y a effectivement, à un moment donné, une tendance, un moment fort où l'évaluation formative faisait l'objet de beaucoup de formations et que les enseignants en étaient très friands. Et que malheureusement, par contre, cette formation-là s'est faite au détriment d'une formation à l'évaluation sommative. Et que lorsque, suite à une consultation populaire, on est revenu à des formes plus traditionnelles de bulletins dans le canton de Genève, les formations au niveau de l'évaluation formative ont chuté et on a assisté, si vous voulez, à un retour de pendule plutôt vers l'évaluation sommative. Donc, chasser l'évaluation sommative, elle revient au galop. Chasser l'évaluation formative, elle revient au galop. Les leçons à tirer de l'expérience genevoise, penser ensemble les différentes fonctions d'évaluation scolaire. Donc, penser l'évaluation scolaire non seulement en termes de formatif, mais en termes de formatif et de sommatif. Lutter contre l'échec scolaire, les inégalités impliquent des valeurs et des actions qui concernent l'ensemble du système éducatif sous toutes ses facettes et pas seulement l'évaluation scolaire. Alors, dernier transparent et après ça, je vous laisse la parole et je crois que c'est un article que nous avons demandé à Ariane Bay, Marc Demeuse et Nathalie Friand. Vous savez qu'en décembre 2013, c'est-à-dire, décembre 2013, il y a à peine un an, l'OCDE sortait son rapport PISA on a demandé, on a cherché des volontaires pour nous remettre un article dans des délai très court comparant les pays francophones. Alors, il est sorti des choses très intéressantes. D'abord, les auteurs nous invitent à la prudence. On dit le risque est grand d'attribuer à la langue d'enseignement des différences de rendement qui peuvent s'expliquer par d'autres variables. Par exemple, dans le cas du Nouveau-Brunswick, les francophones sont aussi parmi ceux qui figurent parmi les gens les moins avantagés socio-économiquement, et ce sont aussi des gens qui se situent géographiquement plus dans les milieux ruraux. Il faut ressortir aussi l'opportunité que représentent les tests PISA, parce que les tests PISA sont développés à la fois en anglais et en français. Donc, il y a deux versions de base à partir de laquelle les autres pays doivent traduire leurs tests. Mais il existe effectivement une version qui est développée, un original en français, et les seules accommodations qu'on doit faire, naturellement, c'est pour les langues, les particularités régionales. Ensuite de ça, alors là, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Les auteurs révèlent que parmi les pays francophones, certains systèmes semblent mieux que d'autres permettre aux élèves ne parlant pas la langue d'enseignement à la maison de la maîtriser en réduisant les écarts de performance entre groupes d'élèves. Ce que je veux tout simplement, je vais vous lire un petit extrait de ce qu'ils disent. Ils disent, il est frappant de constater que dans les pays anglo-saxons, les immigrés n'encourent pas un risque plus élevé de faire partie du quartile des élèves les plus faibles que les natifs. Par exemple, différenciation significative en Irlande, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Ou que ce risque est modéré par rapport aux autres pays, différence significative mais faible aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour les pays européens, partiellement francophones,
On note qu'en Belgique francophone et au Luxembourg, les étudiants d'origine immigrée ont presque 2 fois plus de risques que les natifs d'être en situation de grande faiblesse en mathématiques. Ce risque est plus aigu encore en Suisse et en France. Je pense que ça nous donne en tout cas une voie à explorer, savoir qu'est-ce qui fait que dans ces différentes juridictions, locales, nationales, on réussisse plus ou moins bien à intégrer les nouveaux arrivants au système scolaire de la minorité ou de la majorité francophone. Alors, et ça, je crois que c'est une question qui va intéresser beaucoup de gens des provinces canadiennes hors Québec, où justement, un grand apport à la population scolaire locale provient de l'immigration. Et la question est très importante de savoir comment, justement, intégrer ces nouveaux arrivants-là. Alors, je vais vous laisser lire les transparents qui suivent, hein? Et puis, je vais terminer en vous montrant que si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, il existe une revue francophone et des associations francophones en évaluation. Il y a l'ADME Europe, dont vous avez l'hyperlien, et vous avez aussi l'ADME Canada, qui publie conjointement la revue Mesures et évaluation en éducation. Et je vais vous laisser sur un petit clin d'œil en attendant vos questions. Est-ce que ça apparaît? Ça n'a pas l'air de vouloir... Ah, mais mon petit clin d'œil, il n'y apparaît pas. Ah, attendez un peu. Ah oui, je sais pourquoi. Bon, vous le verrez. Alors, le petit clin d'œil, vous le verrez lorsque vous téléchargerez les transparents. Voilà. Vous pourrez pas l'avoir autrement. OK, alors, il y a des questions? Oui, merci, Danny. Il y aurait une question au sujet de projet politique, de politique d'évaluation en Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez penser à un projet en particulier, par exemple au Maroc? Est-ce qu'il existe des projets qui sont en branle ou qui sont en train de se préparer de ce côté-là? Je vais répondre très rapidement. Si vous lisez l'article sur le PISA, là, donc, une des constatations que l'on fait, c'est que, naturellement, les comparaisons de pays francophones sont très parcellaires pour la bonne et simple raison que la majorité de la population francophone du monde n'y participe pas. Parce que cette population-là est située en Afrique. Et les pays africains ne sont pas membres de l'OCDE. Mais les pays africains, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont développé entre eux un certain nombre d'évaluations qui sont pas celles de l'OCDE, mais qui peuvent déjà donner des résultats. Mais et je cite ici ce que les auteurs disent. Les résultats sont à approfondir pour l'Afrique et éventuellement à mettre en rapport le système d'évaluation qui est utilisé dans certains pays francophones d'Afrique avec les évaluations PISA. Donc, il semble qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout du côté africain, pour harmoniser l'évaluation des apprentissages à grande échelle avec ce qui se passe déjà dans les pays industrialisés. Lisez l'article et l'article fournit plus de détails là-dessus. OK, parfait. Ce que je pourrais dire d'autre, c'est peut-être que si les gens qui se posent encore la question à propos des articles qui ont été mentionnés dans la présentation, eh bien, c'est des articles qu'on retrouve dans le numéro sur les politiques d'évaluation que tu dirigeais, Danny. C'est bien ça? Oui. Ben, savez-vous, je voudrais vous parler de deux choses. Peut-être que ça répondra à beaucoup de questions. Alors, vous allez retrouver dans les présentations, le diaporama de la présentation que vous pouvez télécharger. Vous allez trouver notamment cette référence-là, Synergies for Better Learning. C'est une enquête internationale qui a été faite dans les pays membres de l'OCDE sur la qualité des cadres d'évaluation nationale de plusieurs pays membres. Alors ça permet de faire un arrimage entre comment les pays participants projettent d'utiliser l'évaluation pour soutenir la progression des élèves et la progression de leur système éducatif et les résultats d'apprentissage. Donc, comment peut-on, à partir des résultats de ces évaluations-là à grande échelle, autant celles de PISA, mais autant celles qui sont développées par chaque juridiction nationale, comment est-ce qu'on peut utiliser ces données-là pour améliorer les prises de décision? Par exemple, si on se rend compte qu'il y a des difficultés au niveau de l'apprentissage des élèves, quel impact ça doit avoir sur le développement professionnel continu des enseignants?
Est-ce qu'on peut, combien d'années faut-il attendre pour faire des changements au niveau de la formation des mailles, par exemple, au niveau du perfectionnement continu? Donc ça, c'est une première chose. Je vous ai parlé tantôt aussi de la revue de l'année, ça, une autre chose. Et il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites en français, mais je vous ai indiqué ici quelques articles, puis la référence sur le résumé du rapport de l'OCDE qui apparaît à la toute fin. Synergy for Better Learning, vous pouvez le télécharger, vous pouvez télécharger le résumé. Vous savez que les deux langues officielles de l'OCDE, c'est le français et l'anglais, donc il existe un résumé en français du rapport de l'OCDE. Si vous voulez tout le rapport, c'est 700 pages à lire, hein, ça vous souhaite bonne chance. Et vous avez donc aussi d'autres travaux que j'ai menés en collaboration avec justement certains pays européens en ce qui concerne l'évaluation, les politiques d'évaluation. Et d'autres dans des références qui paraissent soit dans des livres publiés chez The Book, soit dans la revue Mesure Évaluation. Oui, une autre petite question au sujet des standards. Il y en a été question dans la présentation. On constate qu'ils varient selon les pays. Donc, est-ce que c'est un concept qui est un peu défini dans la revue de Éducation et francophonie dont on parle? Non, malheureusement, ça, je trouve que on n'en parle pas. On n'en parle pas. Écoutez, il y a seulement un certain nombre de choses qu'on peut dire. Ça n'a pas été abordé. Peut-être, à part peut-être dans l'article de l'Ontario où on en parle un petit peu parce que la grille d'évaluation générique, c'est un peu ça. Mais c'est pas encore tout à fait ce qu'on peut appeler des échelles descriptives de progression, comme ils ont tenté de faire au Québec, mais qui n'est pas vraiment utilisé, moi je dirais à sa juste valeur. Et dans plusieurs pays anglo-saxons, je pensais à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie, on a défini, si vous voulez, une échelle de progression, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs d'apprentissage, par quel chemin faut-il passer, ou disons les sentiers inévitables, parce que il y a autant de chemins que d'élèves, on s'entend là-dessus, mais il y a on pourrait faire une analogie avec les stades de développement de Piaget, là, mais encore là, l'analogie n'est pas tout à fait parfaite, mais les standards indiquent une forme de progression. Parce que si on veut que les élèves, un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire, et ça, on sait ça depuis les recherches sur la pédagogie de la maîtrise dans les années 70 avec Benjamin Bloom, le meilleur prédicteur de la réussite scolaire, c'est l'atteinte des prérequis. Et si chaque enseignant dans sa classe travaille en vase clos, enseigne ce qu'il veut, puis adapte ses exigences à son groupe, on n'est pas sûr du tout de ce qui va se passer les années suivantes. Les élèves peuvent accumuler du retard dans certains domaines, être en avance dans d'autres domaines, et on a un phénomène qui fait en sorte que, au fur et à mesure que les élèves progressent dans le curriculum, ça devient de plus en plus difficile parce qu'ils n'ont pas toujours nécessairement les prérequis. Au fond, les échelles de progression, les standards cherchent à minimiser l'impact d'avoir des niveaux d'exigence différents d'un enseignant à l'autre. Mais pour ça, les enseignants, il faut qu'il y ait des documents de référence, comme par exemple des copies types de travaux d'élèves sur lesquels ils s'entendent. Il faut aussi qu'ils travaillent en communauté d'apprentissage professionnel. Il faut aussi qu'il y ait une politique, qu'il y ait dans la politique d'évaluation. Il faut que la politique d'évaluation prévoie des stratégies d'harmonisation sociale, de modération sociale, qu'on appelle social moderation en anglais, qui permettent aux enseignants de travailler ensemble pour s'expliquer entre eux qu'est-ce que constitue une réussite, quelles sont les données probantes, quelles sont les preuves que l'on peut recueillir pour dire qu'un élève a atteint un certain niveau de réussite. Parfait, excellent. Juste une petite dernière question, peut-être à propos de la préoccupation des parents, donc par rapport à la compréhension de ces politiques-là. Est-ce que c'est un truc qui va évoluer, qui est porté à évoluer, ou est-ce que les parents comprennent bien présentement où est-ce qu'on en est dans les politiques d'évaluation qui sont utilisées présentement? Oui, je pense qu'il y a plusieurs exemples dans les pays francophones où les choses sont allées peut-être trop vite, où on n'a pas suffisamment justement expliqué les choses aux parents. Mais pour les parents, ce qu'ils voient
ce qu'il voit de la partie qui émerge de l'iceberg, qui est la politique d'évaluation, si vous voulez, c'est le bulletin scolaire. Et dans deux endroits que je connais bien, le Québec puis la Suisse, le bulletin scolaire, c'est cristallisé soit l'opposition des parents aux politiques d'évaluation. Et si on et ça s'est souvent traduit par, si vous voulez, des retours en arrière parce que les parents voulaient avoir des rangs, voulaient avoir des moyennes, voulaient être capables de situer leurs enfants par rapport à une norme d'autres élèves. Ben, la nature a horreur du vide. Donc, si on n'a pas de standard ou si on n'a pas des critères bien définis de qu'est-ce qui constitue la réussite, donc si on ne peut pas dire aux parents, mais écoutez, votre enfant réussit très bien sa troisième année parce qu'il est capable de faire A, B, C, D, alors on est obligé de dire, ben écoutez, votre enfant réussit bien sa troisième année parce qu'il est le meilleur de sa classe. Donc, si vous voulez, la nature a horreur du vide. Si on ne développe pas des standards de progression, ben il va falloir fournir une autre façon de situer l'élève dans sa progression, puis ça va être une référence normative, malheureusement. La référence normative, elle se fait souvent avec des effets pervers, des effets néfastes sur l'élève. Alors, on sait ça depuis longtemps que si on veut donner une rétroaction à l'élève, c'est pas lui dire que tu es le premier de ta classe qui va le faire progresser davantage, encore moins lui dire qu'il est le dernier. C'est de lui dire de lui fixer des objectifs d'apprentissage qu'il peut atteindre. Et ça, c'est seulement grâce à l'évaluation qu'on peut fixer à l'élève des objectifs d'apprentissage qu'il peut atteindre et qui vont lui permettre justement de développer un certain sentiment d'efficacité personnelle. Donc, ils vont l'encourager à persévérer dans ses efforts, donc à faire des efforts et à persévérer dans ses efforts. Ben, merci beaucoup, M. Lavaux. Donc, c'était très intéressant. Comme on voit, il y a beaucoup de questions. C'est complexe comme sujet. Donc, dans la revue, il y a plus de détails. Donc, merci beaucoup, Danny. Puis, à une prochaine collaboration. Merci à tous les participants pour votre attention. Et puis, joyeuses fêtes. Ça s'en vient bientôt.